Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand il sonne 15 heures pour votre émission de jeunesse 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Depuis le lundi 27 septembre, les élèves ont repris les chemins de l'école, les vacances sont terminées. La rentrée scolaire, période phare de l'année, tout autant pour les enfants que pour les parents. Entre stress et excitation, c'est un moment qu'il vaut mieux anticiper sereinement pour démarrer l'année scolaire sur de bonnes bases. Et comme on a l'habitude de le dire souvent, la réussite se prépare dès le premier jour de la rentrée. Alors on se pose la question de savoir cet après-midi si une bonne rentrée scolaire est-elle synonyme de réussite de l'année scolaire. Voilà le thème qui nous réunit cet après-midi. Et justement pour en parler, j'ai des amis ici sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous vous portez? Je vais très bien, moi. Mais j'avais dit qu'il va très bien, lui. Alors, on va se présenter pour les téléspectateurs. Je commence par ma gauche. Je suis Elisabeth Bagoun Kolani, étudiante au département de lettres modestes. C'est Benjamin Renaud Seyram. C'est Roger Le Trésor Kamako. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, c'est un plaisir de te retrouver dans cette émission après avoir participé. Le plaisir est partagé. Voilà. Alors, pour entamer justement le débat, nous allons partir pour cette transition, revenir juste après. Faire une bonne rentrée scolaire est-elle synonyme de réussite de l'année scolaire? Roger, bon, c'est vrai, nous ne sommes plus encore sur les bancs, comme ça on va le dire, mais nos petits frères ont débuté leur rentrée le lundi dernier. On dit souvent faire une bonne rentrée scolaire. Qu'est-ce que ça sous-entend? Faire une bonne rentrée scolaire, à mon humble avis, ça veut dire beaucoup de choses. Ça rentre dans les moyens financiers, premièrement, et ça rentre dans la psychologie. Je parle de moyens financiers en ce lieu où tu as démarré la rentrée scolaire est démarrée à ton niveau, a démarré plutôt à ton niveau. Est-ce que tu as les moyens qu'il faut, c'est-à-dire est-ce que tu as les fournitures scolaires avant de démarrer? Nous avons constaté qu'il y a certains camarades, il y a certains élèves, puisque nous ne sommes plus dans le lot, il faut le dire ainsi, il y a certains élèves qui ont débuté la rentrée scolaire, mais ils n'ont pas les moyens nécessaires pour pouvoir être en joie comme les autres. Je parle aussi de la psychologie. La psychologie, là où les gens sont affectés déjà par leur réussite, surtout ceux qui ont passé le bac 2. Ils ont passé le bac 2, les résultats ont tombé, il n'y a pas ce moment-là qui peut leur permettre d'avaler, sinon de reprendre leur tempérament avant de reprendre la rentrée 2021-2022. Mais maintenant, nous sommes dans cette logique où ils vont redémarrer, ils vont reprendre le chemin des écoles avec cette tendance-là parce qu'ils ont échoué, ils n'ont pas pu mettre leurs pieds à l'université de l'Omilien de Cara. Donc tous ces deux points-là, ils rentrent en jeu pour ne pas démarrer une rentrée scolaire bonne ou bien la démarrer. Elisabeth? Faire une bonne rentrée, c'est être prêt en général. Être prêt en général, surtout les plans, comme l'a dit Roger, et psychologique, matériellement et aussi amicalement. Et si je vais suivre la lancée qu'il a déjà prise, et d'autres sont déjà partis nous laisser et nous sommes seuls. Ou carrément, je suis un nouveau élève dans un nouvel établissement et je viens d'arriver, l'enthousiasme, le milieu scolaire, tout ça rentre dans la bonne rentrée scolaire. Le lieu, est-ce qu'il est accueillant? Les amis, ils sont accueillants. Les professeurs, comment seront-ils? Je quitte d'un établissement à un autre. Comment sera cet établissement par rapport à la première où je viens de quitter pour entamer l'autre? Donc, c'est tout un lot de paramètres qui rentrent pour pouvoir permettre aux jeunes élèves de commencer une bonne rentrée. Parce que le début de toute rentrée permet de déterminer
la suite des événements ou bien la lutte qu'il faut avoir à faire durant l'année scolaire. Et donc, et tout comme l'élève qui doit être prêt, le parent aussi est dans l'inquiétude. La bonne rentrée aussi concerne le parent parce que lorsque son enfant n'est pas enthousiasmé en allant à l'école, lorsqu'il n'est pas prêt comme tous les autres, il n'est pas aussi joyeux le jour de la rentrée. Lui aussi, en tant que parent, il n'est pas joyeux parce que la responsabilité n'est pas assumée. Donc, la bonne rentrée scolaire concerne aussi bien l'élève que le parent. Donc, voilà ce que je peux dire. Oui, je pense que mes prédécesseurs ont tout dit, mais je vais quand même parler des éléments, sinon des personnes parascolaires. Je veux nommer les acteurs de l'éducation. Pour qu'une rentrée soit belle, pour qu'une rentrée soit bonne, comme vous l'avez dit, il va falloir que les acteurs éducatifs, je veux nommer les enseignants, les conseillers pédagogiques, les inspecteurs, le ministre de tutelle, sinon le ministre de l'Éducation, et tout ce qui va avec, les revendeuses, les surveillants généraux, les comptables, les secrétaires, vous maîtrisez déjà ceux dont je veux parler, soit au rendez-vous avant qu'on ne parle de rentrée scolaire. Donc une rentrée qu'on a démarrée effectivement avec les enseignants en quantité suffisante, qu'on a démarré avec des responsables d'établissements en quantité suffisante, avec des conseils pédagogiques en quantité suffisante. Cela veut dire que la rentrée a déjà pris une belle démarche, puisqu'il y a un adage élevé qui dit que le mouton, sinon la chèvre qui serait très douce dans la sauce, c'est sa démarche qui prouve ça. Donc une rentrée qui démarre très bien, d'ores et déjà, nous pouvons dire a priori que cette rentrée, elle a bien démarré. Maintenant, il va falloir aussi aller du côté infrastructurel. Il faut voir aussi si l'élève, puisque c'est l'élève qui est au centre des préoccupations scolaires, est-ce que l'élève est mis dans de bonnes conditions pour que ce que l'enseignant va l'introduire comme information dans la tête, est-ce que l'élève est dans de bonnes conditions pour recevoir cela? Parlant d'infrastructure, on ne va pas quand même apprendre quelque chose à qui que ce soit sur ce plateau, les gens maîtrisent mieux ça. On a les salles de classe, les terrains de jeu, les laboratoires, et la cour de l'école, les matériaux pour faire du sport, etc. Il faut ces choses-là qu'on doit mettre à la disposition et des enseignants et des élèves avant qu'on ne parle d'une rentrée qui a bien démarré. Je vais rapidement aussi parler de ce que les parents doivent peut-être faire à la maison, qui sont les fournitures qui doivent être dans les sacs, conformément à ce que les enseignants ont prescrit sur ce que nous appelons fournitures et les fournitures scolaires, la liste des fournitures scolaires. Donc, c'est tous ces facteurs-là, sinon, ce sont tous ces éléments-là, ajoutés à ce que mes prédécesseurs viennent d'énumérer, qui entrent en jeu avant que la mayonnaise ne prenne et que l'élève ne soit maintenant au centre des préoccupations pour que la rentrée puisse démarrer en bonne et due forme. Alors, Roger, vous avez touché du point ce dont nous avons parlé tout à l'heure. Bon, vous avez pris le cas des élèves qui redoublent la classe, par exemple. Si les conditions matérielles, les fournitures scolaires, tout est réuni, dans quel état d'esprit l'élève doit être avant d'entamer la rentrée scolaire? Même si c'est un nouvel élève dans une nouvelle classe qui passe en classe supérieure, ou bien dans le cas d'un élève qui redouble sa classe? Je pense que là, la question va trop se tenir au niveau de l'élève qui a redoublé, qui va redoubler la classe. Je viens d'abord au niveau de façon générale, que tu sois nouveau, bien ancien. Si tu es nouveau, ça a été toujours une joie de rencontrer encore ses camarades, ses anciens camarades. Comme vient de le dire Emmanuel, le cas où, là où le bas blesse, c'est là, tu as changé d'établissement, tu as changé de classe et tu ne sais pas quel ami avec qui tu vas collaborer, mais déjà à la maison, tu réfléchis, tu cogites sur ce truc-là, comment faire pour être en contact d'intégrer cette nouvelle localité, cette nouvelle famille. Maintenant, ceux-là qui n'ont pas pu décrocher, qui n'ont pas eu la chance d'aller à la classe supérieure, ça a été toujours comme ça. On est toujours frustré, on est toujours... je ne sais pas comment je peux le dire, mais on est toujours dans cet esprit de pitié là. On se demande pourquoi c'est moi toujours qui n'a pas eu
qui n'a pas réussi. Donc ça a été toujours tout un esprit de colère, de mésentente aussi, même au niveau des parents. Quand tu veux démarrer, quand tu veux reprendre les classes, on nous appelle souvent, on me dit, cette année, il faut que l'année soit meilleure, il faut que l'année soit bonne. Déjà, on te donne de l'ultimatum à la maison avant de commencer. Avant de donner l'ultimatum, peut-être c'est une motivation. Ça peut être aussi une motivation, ça dépend de la manière dont cela a été donné. Si on te donne ça avec les mots qui sont lourds, on te donne ça avec, je peux le dire ainsi, l'ultimatum. Mais si on t'appelle, on te parle amicalement, on te parle fraternellement qu'il faut que cette année, tu changes de comportement. Là où tu as échoué, il faut plutôt redoubler d'efforts pour pouvoir aller loin. Je pense que là, ce serait dans le bon sens. L'élève va se retrouver à l'aise. Il va même oublier qu'il est ancien. Il va se comporter comme un nouveau parmi tant d'autres. Voilà, Elisabeth. Pour moi, en général, toute reprise est une question de joie d'abord. Le premier jour, c'est toujours un jour de joie, que je sois ancien, nouveau ou que je quitte d'un lieu à un autre. Je suis d'abord joyeuse. C'est quand j'arrive dans l'enceinte de l'école que les soucis commencent à venir, que je reconnais la place que je dois occuper. Et donc, c'est cette place-là qui suscite maintenant un sentiment en moi. Et quand je suis dans l'enceinte de l'école et que je suis nouveau, ou bien je viens d'arriver, je suis très contente dans ma nouvelle tenue et autres. Et ça me permet, surtout quand je quitte d'une classe à une autre, c'est une très grande joie. Je dois affronter d'abord une nouvelle classe où je vais en classe d'examen, donc je suis très contente. Maintenant, quand on revient à celui qui doit reprendre une classe, je dirais que tout dépend de son environnement et de ce qui a été dit après l'échec et tout ce qui a été comme encouragement ou les mots qui sont sortis. Parce que la psychologie de l'enfant est en sorte qu'il retient des choses qu'il faut savoir parler à celui-ci pour qu'il soit à l'aise en commençant toujours. Si mon enfant échouait qui devait reprendre une classe et que je lui disais que mon fils ou bien ma fille, tu sais, c'est juste une façon de reculer pour mieux sauter. Et que le jour de la rentrée, je l'habille, je le mets dans une condition comme s'il était un nouvel élève qui reprenait une classe. Il doit commencer. Celui qui a redoublé ne doit pas prendre comme il est un ancien ou bien quelqu'un qui n'a pas eu la capacité de le faire. C'est juste qu'il manquait une retouche. Donc, si celui-ci-là est mis dans de bonnes conditions, on le disait que une nouvelle année veut recommencer. Tu n'es pas un redoublant, mais tu es un nouveau élève qui commence dans une nouvelle classe. Quand il commence comme ça, il doit se mettre au même niveau que les autres. Parce que lorsqu'il se met en tête qu'il est un ancien coq là-bas, il va reculer, il ne va pas se mettre au même niveau que les autres. Il ne va pas collaborer, il va avoir soit peur. Il y a les gens qui se pavanent. C'est ça. On va revenir au comportement de ces anciens élèves qui redoublent la classe. Voilà, je vais prendre ton avis. Moi, je dirais que j'aime beaucoup cette récitation qui dit que c'est la rentrée, la fin des belles vacances. C'est l'école qui recommence et vite on doit amorcer le travail. Pourquoi j'aime cette récitation? Ça veut dire qu'on reconnaît qu'avant c'était les vacances, on a sifflé la fin de la récréation, il va falloir que chacun retourne vers sa classe. Et il va falloir que chacun prépare d'ores et déjà sa classe. Et quand on ne le fait pas, c'est un problème. Du côté des nouveaux, on est tout d'abord enthousiasmé, comme l'avait dit Elisabeth et Roger, on est enthousiasmé par les nouvelles habitudes qu'on va avoir maintenant. Et quand je prends un élève qui quitte le cours primaire pour le collège, on est impressionné, on voit déjà sur l'emploi du temps le procès d'anglais qui doit venir et le good money là, que l'enseignant l'a dit, est répété au fur et à mesure à la maison. On écrit ces mots-là sur tous les murs, les 4 coins que nous avons dans notre maison. C'est quand même bien d'être enthousiasmé comme ça et de commencer l'année. Il en est de même pour ceux qui ont réussi au BPC et ils ont opté pour la série G1
où ils ont opté pour la série F4 où ils auront à apprendre l'allemand ou l'espagnol, le Vigetes dit, etc. Ils sont enthousiasmés, ils veulent encore répéter ça. Même quand ils voient leur camarade qui est en train d'apprendre aussi l'allemand dans le quartier, au lieu de lui dire bonsoir, ils préfèrent aussi saluer le gars là en allemand. C'est une manière d'accueillir aussi, comme l'avait dit Roger, psychologiquement l'année. Maintenant, à côté de l'enthousiasme là de ceux qui ont réussi, j'ai également, je ne sais pas si je dois l'appeler mélancolie, parce que le mot ne serait pas trop pour eux, la mélancolie qui ronge ces gens-là qui n'ont pas réussi et qui doivent reprendre la classe. Là où ça énerve, c'est que l'enseignant qui revient va vous demander de recopier, et puis c'est normal, vous allez recopier encore les cours, les 25 semaines peut-être de cours, vous allez encore recopier tranquillement les schémas, vous allez encore reprendre les cartes, etc. Donc c'est là que ça commence par frustrer les uns et les autres. Il y a également une nouvelle méthode d'enseigner, parce que chaque enseignant, quand on dit, même si le contenu des cours reste quand même universel, il y a toujours des spécialités, il y a toujours des particularités ou des spécificités d'un enseignant à un autre. Chaque enseignant a sa manière de conduire ses élèves vers la connaissance. Donc cette nouvelle méthode-là, que l'élève là n'a pas eu l'occasion de connaître l'année dernière, va peut-être le frustrer s'il est redoublant ou va peut-être le plaire parce que pour lui, s'il avait eu l'occasion de voir cet enseignant-là l'année dernière, il allait comprendre peut-être la poussée d'Archimède qui n'avait pas su réussir, qui est peut-être l'exercice numéro 3 sur l'épreuve de BPC, pourquoi pas. Donc ce sont ces genres de petits paramètres-là, ces petites bisbilles-là qui entrent en jeu et les élèves sont parfois frustrés. Maintenant, il y a aussi, moi j'appelle ça souvent l'égoïsme positif de ces camarades qui ont réussi, qui par exemple, si vous êtes dans une école où il y a le premier cycle, deuxième cycle, votre camarade il est en seconde, à récréation il met les 2 mains dans la poche, il va passer devant votre véranda et il va vous saluer, cher ami, comment tu vas, comme si vous ne vous êtes pas encore vu, mais vous vous êtes vu. C'est aussi une manière pour frustrer encore ceux qui n'ont pas réussi. On a fait les bancs, on a souvent ces petites habitudes là. Peut-être on se dit souvent que c'est pour compatir aux douleurs de la personne. Donc, ce sont ces choses-là qui amènent d'autres personnes à être frustrées et à rester dans leur côté. Maintenant, en ce qui concerne les nouvelles têtes, il y a parfois, je ne dis pas nouvelle tête en ce sens que la personne monte en une classe supérieure, mais il a changé d'établissement. Son papa a déménagé. Et peut-être que c'est sa maman qui a maintenant la garde de l'enfant. Donc l'enfant est obligé de quitter un établissement pour un autre établissement. Donc l'enfant est obligé de s'adapter à une atmosphère. Un enfant qui a eu l'idée d'aller peut-être à un lycée donné et qui pour problème de place ou des problèmes familiaux, n'a pas pu avoir de place là-bas et qui est renvoyé brusquement vers un autre établissement. Ce sont des facteurs que nous négligeons, mais qui frustrent au-dedans de ces élèves-là et ça amène à des résultats fâcheux. Bon, je pense qu'il faut aussi donner le cas là des enseignants. Il y a des enseignants, comme Emmanuel vient de le dire, bon, l'élève même... Isabelle plutôt. C'est sûr. Non, peut-être qu'il y a une Emmanuel quelque part. Bon, de toute façon, il y a les élèves qui partent bien, qui quittent bien leur maison pour l'école, pour la rentrée scolaire. Ils ont cette tendance de bien la démarrer. Mais qu'est-ce qui se passe? Arrivé à l'école, il y a certains enseignants qui essaient, à travers leur premier contact, essaient de décourager les élèves, surtout les anciens. Ils ont l'habitude de dire, par exemple, vous là, vous n'êtes que des tarés. Ceux qui ont repris la classe elle est facile, mais ils ont encore repris la classe, ils vont encore la reprendre. Donc il faut que vous vous mettez à bon travail. Je ne refuse pas ça. Il faut de toute façon mettre les élèves, il faut toujours mettre la pression des fois pour que les élèves travaillent. Mais il ne faut pas, dans ce sens négatif-là, essayer d'effrayer, bien de ridiculiser, de minimiser surtout les anciens. Alors moi j'aimerais qu'on s'attarde sur ces anciens élèves qui reprennent la classe. Dans quel état d'esprit doivent-ils être? Ils doivent se dire, bon, j'ai déjà une fois fait la classe, entre guillemets, faire le gros dos. Dans quel état, ou bien faire table rase comme si, bon, c'était la première fois qu'ils sont dans cette classe. Comment est-ce qu'ils doivent faire, Elisabeth? Un ancien en début d'une nouvelle rentrée Alors, je ne te coupe pas la parole, mais le constat est que souvent ces élèves prennent ou bien occupent les places de derrière. Les grands frères derrière. Oui. C'est une attitude qu'il faut interdire, qu'il faut bannir.
parce qu'en occupant une place de derrière, c'est pour dire que je suis le grand frère Le boss de la salle. Oui, le boss de la salle. Alors qu'en se disant que je suis le boss de la salle, ça peut impacter sur lui. Être un boss, c'est pour dire que je connais déjà. Et quand tu prends cette attitude, ça sera aussi réciproque avec certains élèves. Parce que je peux dire que nous, quand on était en terminale, il y avait des anciens qui étaient là. Mais quand on est rentré, le titulaire, quand il est arrivé, le titulaire les a dit, vous savez, vous êtes avec une autre promotion, donc mettez-vous au même niveau qu'eux. Et allez avec eux et vous vous sentirez mieux et vous allez pouvoir réussir. Parce qu'ils étaient 3 seulement et plus 47 nouveaux. Donc, si tu ne te mets pas au même niveau que les autres, les nouveaux, si tu ne te mets pas à leur rang, et en te prenant boss de la salle, tu ne fais pas attention, les nouveaux qui vont venir vont te classer aussi à cette place. Ils vont vouloir te montrer qu'ils sont plus boss. Et lorsqu'ils se décident de se montrer plus boss, tu auras la peine, la douleur d'aller vers eux pour te faire expliquer. Alors que si tu n'arrives pas à aller vers eux pour te faire expliquer, ça va déjà agir sur toi. Tu vas rester le boss des tarés. Et oui, les enseignants vont commencer par dire ce qu'ils devaient dire. Et le caractère de l'année dernière aussi influence. Si tu étais un élève qui avait une bonne attitude en salle, mais qui a eu le malheur d'échouer parce que, pour beaucoup de paramètres, tu n'as pas travaillé ou tu n'as pas eu, disons, la chance. La chance n'existe pas. Tu n'as pas eu la chance, n'a pas été de son. Donc, on t'accueille mieux par rapport à celui qui était récalcitrant. Celui-là qu'on corrigeait à tout moment, qu'on amenait sur le surveillant et autres. Quand celui-ci a échoué et qu'il arrive en première, en début d'année, s'il ne se met pas dans de bonnes conditions, les enseignants vont le mettre dans de mauvaises conditions. Parce qu'à chaque fois, on va l'interpeller. Je voudrais, si vous le permettez, faire coucou spécial à mon professeur d'anglais, M. Agbokou du lycée, qui avait une phrase fétiche qui me plaisait bien. Quand il vient en classe et quand il remarque qu'il y a certains qui ont redoublé la classe, qui sont derrière, il les appelle souvent les Tolaman de la classe. Et il dit, you Tolaman, behind the class, viens vers devant. Donc c'était une manière aussi comique, mais qui était très pédagogique, ma foi, pour permettre à ces élèves-là d'éviter de se considérer comme étant, comme l'a dit Elisabeth, les boss de la classe. Sinon, ils risquent d'être les super-héros de la troupe des tarés par derrière. Donc, il va falloir qu'ils viennent vers devant pour collaborer. Je pense que pour classer les élèves dans des classes, c'est par taille et c'est par... c'est pas corpulence. Qu'on classe, on ne peut pas mettre des très géants devant pour empêcher celui qui est juste derrière lui de voir. Donc, si vous êtes géant et que l'enseignant vous dépose pas derrière, c'est une bonne place. Il faut occuper la place. L'essentiel, oui, eux-mêmes choisissent et ils ne veulent pas aussi qu'on les délocalise. Quand il y a encore ces enseignants qui viennent les délocaliser, ils sont frustrés, ils boudent de gauche à droite, mais il va falloir qu'ils évitent ces habitudes-là. Ils doivent, comme vous l'avez dit, faire table rase et savoir que les examens, ce n'est pas comme l'armée où quand tu augmentes en année, on t'ajoute des galons. Non, dans le cadre scolaire, quand tu augmentes en année dans une même classe, on ne va même pas t'ajouter des galons, mais on va plutôt te considérer comme ce mythe-là qui disait qu'il y a quelqu'un qui a fait 7 ans dans une salle de classe où on a pris son nom comme exemplaire lors des corrigés types ou lors de nos exercices d'anglais et tout. Je ne vais pas donner le nom parce que le nom n'est pas vérifié. Donc, ce serait mieux pour cet élève-là de reconnaître d'abord par un examen de conscience ses erreurs, au lieu de se dire si ce n'était pas mathématique, j'avais fait exercice numéro 4 là, j'allais réussir. Les 2 points de physique chimie là, l'enseignant n'avait pas fait là. S'il avait fait, j'allais réussir. Non, carrément m'a triché. Si mon papa avait l'argent un peu, on allait faire réclamation. Il va falloir que l'élève fasse table rase. C'est pourquoi j'avais répété cette récitation là en début d'émission pour dire qu'il faut que l'élève sache que l'année vient, les vacances plutôt viennent de finir, l'année vient également de commencer. Moi, je vais peut-être vous surprendre. J'aime ces enseignants-là qui frustrent un peu les anciens. Pourquoi est-ce que j'aime un peu ces enseignants-là? Parce qu'il faut leur casser leurs ailes-là qu'ils ont, ou ces manières-là de se considérer au-delà de tout dans la classe. Vous allez voir même quand on demande, il y a certains enseignants qui disent que
après avoir traité l'exercice, il faut donner la craie à celui que tu veux. Et ils ont un visage renforcé. Et quand tu t'approches, tu vas dévier, tu ne peux pas leur donner la craie. C'est compliqué. Ce sont des moments ridicules que nous avons vécu sur les bancs. Et quand tu leur donnes la craie, il faut savoir qu'il y aura des bagarres pendant la récréation et sur la cour de l'école et tout. Mais c'est pour leur bien qu'on leur remette ces craies-là. Il va falloir que ces élèves-là sachent que si l'État devait primer pour l'échec, on allait avoir des galons comme dans l'armée. Mais quand vous avez repris la classe, il faut faire preuve d'humilité. Il faut être calme. Et même, si possible, cacher ces anciens cahiers, les voir quand il y a nécessité. Au lieu de prendre ces anciens cahiers pour étoffer encore ça et les ouvrir pour mettre des petits pièges au nouveau enseignant pensant qu'il ne connaît pas. L'enseignant, lui, nous avons souvent l'habitude de nous dire, lui, il a déjà trouvé pour lui. J'ai fait une tradition littérale. Lui, il a déjà trouvé pour lui. Ça veut dire qu'il a déjà trouvé au moins le pain quotidien. C'est à toi maintenant d'apprendre et de réussir. Donc, il va falloir que ces élèves-là cachent ces anciens cahiers qu'ils considèrent comme des encyclopédies où il y a des savoirs. Dont ils n'ont pas assimilé. Qu'ils veulent maintenant digérer. On doit éviter d'être un ruminant intellectuel. Il faut amorcer les choses et les digérer. Voilà. J'aimerais qu'on touche du point également la place qu'occupe un élève dans une salle de classe. Souvent, il y a d'autres élèves qui aiment rester sur les premiers bancs, soi-disant, c'est-à-dire quand le professeur explique, il transmet les connaissances, quand on reçoit ça vite. Ceux qui sont peut-être au milieu de la salle ou bien derrière, est-ce que la place qu'occupe un élève dans une salle de classe a un impact sur, peut-être on va dire ça, réussite scolaire, Roger? Oui, quand on rentre, moi j'ai l'habitude de le dire, quand on rentre dans une d'abord, salle tu de restais classe, où quand tu moi c'était en première terminale que j'ai voulu rester devant, je l'ai fait. Okay. Sinon, aux classes inférieures, j'étais derrière. Non, je n'étais pas un toraman, mais quand on rentre dans une salle de classe, quand on rentre dans une classe, autant pour moi, la place de l'élève déjà détermine ce qu'il est. Par exemple, celui qui aime toujours rester devant, il a cette idée-là d'être en contact direct avec le professeur, avec l'enseignant, par rapport à celui qui est derrière. Celui qui est derrière, comme on vient de le soulever, ce sont toujours ces élèves-là qui ont tendance à troubler le cours, qui ont tendance à se replier sur eux parce qu'ils sont des anciens, ils sont les boss de la classe. Quand tout cela se passe dans cette mauvaise harmonie, c'est la place que ça dépend de la place que tu as occupée, ou bien la place que tu as occupée aura un impact sur ta réussite. Oui, ta réussite. Puisque souvent, ceux qui restent derrière, comme ils ont l'habitude de taquiner les gens, ils ont l'habitude, avec l'effectif aussi pléthorique à ce dernier moment, ils ont l'habitude de se taquiner derrière au moment où le cours se passe devant. Or, celui qui est devant lui suit bien le cours. Je pense que c'est aussi un moment là de lancer l'appel à nos frères, à nos soeurs qui ont toujours l'habitude de rester derrière, que ce n'est pas la bonne chose. Les gens n'ont pas une taille comme ils ont une taille minuscule comme nous lorsque nous étions encore élèves, mais ils ont l'habitude de rester derrière, tout juste pour taquiner les gens, pour perturber le cours. Ce n'est pas bon, c'est une mauvaise chose. On a l'habitude de le dire. La réussite scolaire se détermine déjà au premier jour de la rentrée. Quand tu es déterminé de rester derrière, tu risques d'échouer. Donc il faudrait, le moment n'est pas encore, on est encore dans le bon moment, il faudrait qu'il change de place. C'est tout ce que je pense leur dire. Voilà, Benjamin. Oui, Brigitte, la position d'un élève, sinon d'une élève s'il s'agit d'une fille, dans une salle de classe détermine les conditions psychologiques, les conditions pédagogiques et les conditions éducatives de cet élève-là. Pourquoi? Parce que avant de choisir une place à un élève, on ne fait pas au hasard. Voilà pourquoi dès les premiers deuxièmes jours, les élèves choisissent leur place. Mais vous allez voir que le professeur titulaire de la classe, ou quand nous sommes au cours primaire, l'enseignant de la classe fait encore des gymnastiques pour mettre les gens dans de bonnes conditions. Parce que quand on prend un élève, par exemple, qui souffre de la myopie, hypermétropie et tout ce qui va avec, il y a des anomalies qui ne permettent pas à l'élève de voir de très loin. Donc il faut automatiquement, sinon obligatoirement, que cet élève-là soit un peu plus rapproché du tableau. Il y a encore d'autres élèves qui voient loin. Il y a aussi cette maladie-là qu'on nous enseigne en SVT, sinon en biologie. Donc il va falloir qu'on éloigne un peu cet élève-là. Pour d'autres, ils sont très allergiques à la poussière de la craie.
Et puis pour l'instant, on utilise toujours de la craie et on n'a pas encore cette répansion, on n'a pas l'utilisation, sinon l'usage des feutres nettoyables ne sont pas encore répandus dans d'autres établissements. Donc, il y a ces élèves qui sont allergiques à la poussière de la craie et il faut tenir en compte de ces paramètres-là, il faut tenir compte avant de positionner les élèves, même si on ne peut pas satisfaire tout le monde parce que en supposant que tout le monde veut rester devant, ce n'est pas quand même possible, il faut que quelqu'un reste derrière. Et il faut également penser à éduquer autrement. Je voudrais mettre l'accent sur quoi? Il y a des salles de classe où il y a une troupe ou un groupuscule de jeunes filles et de jeunes garçons où on retrouve que dans cet endroit-là, quoique la classe est mixte en genre, il y a toujours un groupuscule de jeunes filles avec quelques miroirs entre les mains pour se mirer comme si l'école était encore une salle d'esthéticienne. Et ces jeunes garçons-là qui ont souvent la fronde, ces petits objets-là, ces petits pistolets pour taquiner les enseignants qui passent dans leur couloir. Il y a toujours ces réalités-là. À moins que quelqu'un n'a pas fait les bancs, lui ne va pas quand même accepter qu'il y a toujours ces réalités-là. Là où nous sommes en train de parler, il y a toujours ces réalités qui existent dans les salles de classe. Et parfois, ça fait rire, mais c'est quand même, oui, ça agit. Ce sont des réalités scolaires. Nous l'avons vécu, monsieur le ministre également l'a vécu. Il a fait une salle de classe. Donc, il y a toujours de ces choses-là qui entrent en jeu. Et il s'agit de la position des élèves. Je me souviens quand on était encore au cours primaire, on nous positionnait filles, garçons, filles, garçons, filles, garçons. Et on n'était pas d'accord, mais par après j'ai compris. C'est une manière aussi pour éviter l'homosexualité. Parce qu'il va falloir qu'on comprenne, il va falloir qu'on comprenne que tout ça va à l'école. Il faut vivre avec la femme, avec ses caprices, et la femme également doit savoir que l'homme a de l'autorité. Ce sont des choses, oui, que nous ne comprenons pas, mais qui nous aident beaucoup. Parce que je me souviens bien que quand on était encore sur les bancs de l'école au cours primaire, on essayait de partager le banc avec un stylo, un crayon, et gare à toi si tes outils se retrouvent de l'autre côté, tu vas nettoyer ta place et laisser la place de l'autre. Ce sont des choses qui semblaient anodines, mais qui nous récupèrent dans la vie active et qui nous enseignent encore d'autres réalités. Donc, je pense que la position d'un élève et les attitudes par rapport à cette position dans la classe déterminent beaucoup de choses. Parce qu'il arrive des endroits où, pour finir, il y a eu des moments où, lors du cours, l'enseignant n'est pas essoufflé, sinon il n'est pas étouffé, mais il dit bas ce qu'il peut dire haut. Ce sont des réalités qui existent. On ne peut pas quand même les nier. Au lieu de parler fort, peut-être que l'enseignant n'est pas fatigué, mais il parle moins et peut-être ce sont les simples de devant qui ont entendu. Voilà que ce cours-là est devenu l'exercice numéro 4 sur le cours de sciences physiques de Baba Blessé. Isabelle? Bon, ils ont assez dit par rapport à ça. Je crois que je vais juste confirmer que la position est vraiment importante. Mais je vais juste relever quelque chose qu'il faut qu'on essaye de diminuer, de prêter l'intention à la place de derrière. Et oui, on a tellement dit que la place de derrière, c'est comme une place que les tarés ou bien ceux qui ne veulent pas faire l'effort restent. En sorte qu'au premier jour, quand ils arrivent, ceux-là qui se sentent ou bien ceux qui ne veulent pas faire d'effort vont pour se tailler cette place. Ceux qui sont là peut-être pour perturber vont rapidement pour aller prendre cette place. Donc si on essayait de changer cette mentalité à nos élèves, c'est-à-dire qu'il y a d'autres, ceux qui restent devant se disent que bon, c'est ceux qui sont vraiment assidus, ceux qui veulent vraiment se donner au travail. Donc en faisant comprendre à ceux-là qui ont cette intention de rester devant pour pouvoir reçu, ils mettent une barrière entre eux et ceux de derrière. Alors, quand on va déplacer au fil du temps ou bien au fil des cours, celui qui reste devant pour l'amener derrière une affectation qu'il ne va pas aimer, ça va causer des problèmes entre l'enseignant où lui-même il va se sentir frustré, il ne va pas suivre les cours comme il le faut. Donc, essayons de déraciner cette intention de dire que non, ceux qui restent derrière, ce sont ceux qui ne veulent pas se donner au travail et autres. Sinon, la place... S'il y a le devant, il doit avoir le derrière aussi. S'il y a un devant, c'est qu'il doit avoir un derrière. C'est parce que nos salles de classe actuellement, bon, dans les écoles, moi j'ai eu la chance de fréquenter dans une école où on était très bien à l'aise. Chacun a sa chaise et puis sa table dans les écoles confessionnelles et autres. Donc quand on arrive, il suffit juste, c'est parce que nous aimons rester filles comme... Et Benjamin l'a dit, et là, le titulaire, quand il arrive, il essaie de mixer les choses et bon, on acceptait. Seulement quand on nous donne un garçon qui n'est pas
ce qu'on veut, on dit que non, il n'est pas joli, et autre, on veut avoir celui-ci à côté, ou bien on veut avoir... Justement, j'aimerais qu'on touche à ce point, les relations même entre les élèves. Est-ce que je dois me mettre avec peut-être un camarade avec lequel j'ai fait la classe inférieure, ou bien tisser des relations avec les anciens, ou bien ceux qui redoublent la classe? Quelle doit être la relation entre les élèves eux-mêmes, Roger? Je pense que les élèves, ils doivent avoir des relations entre eux sans se tenir compte de leur classe. C'est aussi ce qui tue des fois. Tu te dis, par exemple, que je suis en terminale, que c'est nous les boss de la localité, puisqu'il n'y a plus aucune université là-bas, donc c'est vous les boss. Il faudrait qu'on oublie ces choses. Il fallait qu'on oublie ces choses et de se donner, d'être ouvert à tout le monde, qu'il soit en seconde, soit tu sois en terminale, il faudrait qu'on se donne la peine d'être en contact, puisque tu auras un jour besoin de cet élève-là, que disons, entre guillemets, ce petit élève-là de la classe de seconde. Il y aura des exercices qu'il peut être traité, à moins que l'élève aussi n'a pas de niveau. Maintenant, quand on revient, il faut aussi avoir cette relation entre tes camarades de même niveau, de même classe. Ce qu'on a l'habitude de faire, il y a les élèves qui se renferment, qui s'attardent sur eux, ils ne veulent pas s'ouvrir aux autres, ils sont toujours là, ils se disent qu'ils n'ont pas besoin de l'autre pour réussir. Moi, je dis non, puisque nous ne sommes pas personne n'est génie. Dans toutes les matières que vous aurez à faire, tu ne seras pas bon. Dans une, tu auras toujours besoin de l'autre pour pouvoir te compléter. On a besoin du plus petit que soit. Donc il faudrait qu'on se donne, qu'on balaie déjà cette mentalité, qu'on efface cette mentalité et de se donner à tout le monde, surtout s'il s'agit de nos camarades. Voilà. Elisabeth. Et je dirais que l'école, quand nous prenons du primaire jusqu'au lycée, l'école est une grande école. Bon, je ne sais pas comment vous allez le comprendre, mais l'école, c'est un grand monde. Et c'est les meilleurs moments où nous vivons. Oui. Même ce que nous devons savoir, la première relation, bien, la première des choses qui nous amène à l'école, c'est le travail. Donc, au fur et à mesure que le travail évolue, je suis venue pour travailler. Je ne suis pas meilleure, je ne suis pas aussi faible que ça, je ne suis pas tarée. Mais je suis venue pour apprendre, pour développer des capacités. Donc, durant le travail, pour que ce travail soit développé, j'ai besoin d'amitié. Et durant, comment on appelle cette amitié, quelque chose d'autre peut naître. Mais juste ce que nous devons savoir, c'est que l'enfant, cet élève doit pouvoir contrôler. Lorsque nous sommes sur les bancs, tout peut naître. Parce que nous sommes des êtres... Des êtres humains. Nous Alors, avons... en parlant d'amitié, quel type d'amis il faut avoir? Peut-être, bon, je ne vais pas donner d'amitié. Quel type d'amis il faut avoir tout type d'amis. L'ami qu'il te faut pour pouvoir arriver. Plus précisément. J'ai besoin des amis qui m'aident à travailler. Il y a des amis, il y a des personnes qui sont carrément là. Quand tu l'invites à aller ailleurs, il n'est pas prêt. Mais si c'est pour le travail, il est là pour ça. Donc c'est un ami qui est carrément là pour le travail. Il y a un ami aussi qui a, comment on appelle, plusieurs capacités ou bien qui est prêt pour tout. Un ami avec qui on travaille, un ami avec qui on se promène, un ami avec qui on devient de bons amis dans le quartier. Nous avons gardé de ces amitiés jusqu'à aujourd'hui qui évoluent. Donc il y a aussi, des amis bizarres. Ouais, des amis qui nous entraînent où nos parents ne voulaient pas. Mais nous aimons ça parce que ça nous fait plaisir. Tu vois les choses. Je vois les choses. Non, je ne peux pas parler parce que nous parlons aux enfants. Donc les amis, quand les parents parlent de caractère, quand on parle que celui-ci influence mal ou bien en mauvais mon enfant, donc ça recouvre beaucoup de choses. Il ne faut pas aller dans la psychologie que tu es. Donc revenons. Donc le parent, quand il parle de ça, il parle du travail premièrement. Il met le travail en premier, sans savoir qu'il y a d'autres choses qu'il ne peut pas dire parce que c'est un enfant. Mais nous savons ce qu'il y a derrière tout ceci. Donc, il y a plusieurs types d'amis que je ne pourrais énumérer. Mais ce que je peux dire, c'est que, quelle que soit l'amitié qui va naître, nous devons nous rappeler que c'est le travail qui nous a unis. Et nous devons faire en sorte que ce travail-là puisse être plus élevé, oui, et que nos parents puissent fermer les yeux sur le type d'amitié que nous aurons à discerner. Alors, je vois Benjamin qui n'était pas pratiquement d'accord. Effectivement, Brigitte, si j'étais encore élève et que Elisabeth était peut-être ma cobante ou ma camarade de classe, je ne serais pas son amie. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'elle est trop sérieuse. Pourquoi je dis cela? Quand nous allons à l'école, c'est Aristote qui l'a dit, si je ne me trompe, que l'homme est un animal politique. Je te dirais. Et dans la société, Il faut qu'il s'adapte. il faut que nous ayons également
certaines amitiés. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de ces amitiés-là qui renvoient dans des lieux obscurs que nous connaissons. Mais il va falloir que nous sachions une chose. L'élève, en choisissant ses amis, doit se souvenir de cette citation-là de Jean-Ikele Matiba dans cette Afrique-là qui dit « Nous sommes les héritiers de ceux qui nous ont précédés et la providence de ceux qui viendront après nous. » Ce qui veut dire que nous sommes ceux-là qui ont hérité quelque chose, les connaissances acquises et que nous devons aussi apprendre. Nous devons être un modèle et qu'à chaque fois, si notre vie était un film, est-ce que nous pouvons passer ça à nos enfants un jour? C'est la question que nous devons nous poser à chaque fois que nous voulons agir. Maintenant, pour revenir à quel genre d'amitié faire, moi je souhaiterais que l'élève ait des visions. C'est la vision qui amène l'élève à faire des amitiés. Il est bien vrai que la classe, sinon l'atmosphère scolaire nous impose certains amis de gré, sinon de force. Mais on n'est pas quand même obligé de faire l'amitié avec eux. J'ai l'habitude de dire qu'il y a une différence entre un camarade et un ami. Un ami, c'est celui-là qui peut venir chez moi à la maison et quand je ne suis pas là, mes parents peuvent lui laisser l'occasion de faire beaucoup de choses chez nous et au contraire également, sinon au verso, je peux aller faire la même chose chez lui. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu avant qu'on parle d'amitié. Mais souvent, ce qui est regrettable, c'est que les élèves, sinon nos jeunes frères, ont l'habitude de tisser ces genres de relations avec certaines personnes qui ne feront pas honneur, sinon qui ne vont pas plaire à leurs parents. Un parent qui envoie son enfant à l'école voudrait bien que l'enfant tisse des relations qui vont contribuer à son édification scolaire. Cependant, il arrive où les élèves n'arrivent pas quand même à tisser ce genre d'amitié-là. Je suis peut-être un féru de la littérature. Je suis très bon dans la langue de Shakespeare. Je suis également bon en allemand. Et je suis un peu passable en mathématiques. Pour relever mon niveau en mathématiques, qu'est-ce que je dois faire? Quand je vois que Roger est peut-être bon en mathématiques, il va falloir que je tisse un lien d'amitié rapidement avec lui pour qu'il puisse m'aider. Et souvent, qu'est-ce qu'on remarque? L'élève qui est... C'est rare de voir des élèves qui sont bons dans toutes les matières. C'est très rare. Il y a pas quand même... Il y a de ces génies, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas un élève qui... Être bon dans toutes les matières, c'est rare de voir ces élèves. Mais la plupart des élèves sont bons dans certaines matières et d'autres matières non. Donc, c'est pour dire qu'il faut se compléter. Cette complémentarité doit exister entre les élèves et il n'y a que l'amitié quand même qui puisse nous permettre cela. Je voudrais saluer de passage celui qui a insisté à ce qu'on fasse un cours aux élèves de CE1 sur l'importance des groupes de travail. Si l'État, sinon celui qui a conçu le programme, a insisté dessus, cela veut dire qu'en réalité, le groupe de travail, sinon la camaraderie, voire l'amitié, a un impact sur la vie de l'élève et l'épanouissement de l'élève. Il va falloir qu'on se tisse ces amitiés. On a connu des gens qui sont actuellement directeurs de cabinet de leurs amis des banques. On a connu des gens aujourd'hui qui sont comptables de leurs amis de classe. Et les meilleures relations sont tissées sur les bancs. Parce que quand la confiance s'installe grâce à notre amitié, quand on me nomme peut-être ministre de la décentralisation, on me demande de nommer un préfet, rapidement, je fais signe à cet ami-là qui avait l'habitude de gérer la salle de classe. Quand on me demande de nommer ministre des Finances, peut-être que je suis président, je vais chercher en même temps cette trésorière-là qui était dans la classe. Oui, il y a trésor pour lui, qu'est-ce que tu as. Donc il y a toujours de ces liens-là, sinon de ces séquelles existentielles que la vie imprime en nous, que nous utilisons plus tard. Voilà pourquoi moi je suis très d'accord avec l'idée de faire l'amitié, mais il faut se souvenir de la citation que j'avais donnée si tôt avant de faire les amitiés. Ouais, Roger, ton avis sur la question? Oui, je l'ai déjà dit, mais je pense encore ajouter beaucoup de choses. Mon père m'avait raconté un jour une histoire, je ne sais pas si l'histoire est réelle ou bien fictive. Il m'a dit qu'il y a dans une classe, il y a deux élèves. Celui-là qui était toujours le premier et l'autre le dernier, la queue de la salle. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, ils ont fait un devoir, le premier à 19, le dernier de la classe à 1 sur 20. Et ils ont comparé les deux notes. Ce que le dernier là a fait, c'est ce qu'a raté le premier. Vous voyez, le 1 point là qu'il a raté, qu'il lui a fait, c'est ce qu'a raté le premier, sinon il y aura 20 sur 20. Et depuis ce jour, le premier a compris qu'il doit tisser une relation avec le dernier.
Ça a paru bizarre, ça m'a paru bizarre moi-même premièrement, ça a paru bizarre à bon nombre de personnes. Moi aujourd'hui j'essaie de comprendre parce que le premier a aussi besoin du dernier pour pouvoir aller loin et surtout le dernier a plus besoin du premier, je pense. Donc il faudrait que nous ouvrons, comme je l'ai déjà dit, aux autres personnes pour ne pas monopoliser la parole pour aller loin. Benjamin l'a déjà dit, c'est ce qu'il y a les relations, donc les bonnes relations se tissent sur les bancs, de même que les mauvaises. Quand vous êtes des camarades et il y a une bonne relation, lorsque la vie va te bénir, mais la nature te sera favorable un jour, tu ne vas pas tarder à approcher, à faire coup de main à qui de droit. Maintenant, là où le bas blesse, il y a les gens qui sont toujours qui sont toujours en mauvais contact avec leurs camarades. Et là où le bas aussi, là où ça fait mal, lorsque tu seras un jour un directeur de cabinet, un jour, tu seras dans ton bureau et l'autre viendra, c'est à toi qui va tendre ce dossier. Imaginons un peu ce qui peut se passer. Donc il faut que nos petits frères, nos petites soeurs, sinon s'il y a nos grands frères, nos grandes soeurs aussi, qui essaient de revoir ce comportement, de prendre, de bien démarrer la rentrée scolaire sur ce plan aussi, au plan de camaraderie, puisque ça aussi ça compte. Moi je pense même que celui-là qui n'a pas fréquenté, il a raté beaucoup de choses, puisque le bon moment de la vie, bien le plus bon moment de la vie, c'est de se sentir à l'aise, c'est d'être en contact avec les autres, et surtout à l'école. Puisque vous convenez avec moi que dans la vie active, lorsque tu seras un joueur fonctionnaire, dans la fonction publique, personne n'a le temps pour l'autre. Tu viens, tu te concentres à ton boulot, tu te concentres à ton service. Donc personne n'a le temps de faire encore cette petite pagaille que nous avons l'habitude de faire, les signaux que nous avons l'habitude de faire dans les écoles et qui nous font toujours du plaisir. Alors, il y a tant de choses à dire. Dernière question sur ce thème. J'aimerais qu'on apporte une réponse au thème. Si les conditions sont réunies sur le plan matériel, infrastructure, côté des parents, tout est réuni, est-ce que cela garantit une réussite scolaire à l'élève en fin d'année, Benjamin? A priori, oui, à moins que l'élève est souffrant le jour de l'examen. Voilà. Elisabeth? Oui, quand on a tout, on doit pouvoir réussir. Sauf si on doit retourner du côté mystique, comme on le dit, ça aussi c'est un impact, ou que le jour de l'examen, on est vraiment incapable d'aller composer. Carrément, moi je dis moi, puisque ça dépend aussi de la vision. Il y a dans ce pays, il y a les gens qui sont les plus riches, qui sont les enfants des plus riches, mais ils n'ont pas toujours eu la chance de réussir. Par contre, celui-là qui est le plus misérable, celui qui réussit, quand même que les conditions ne sont pas réunies, il n'est pas dans de bonnes conditions, mais il réussit sur lui. Et je crois que Brigitte, cela veut dire qu'il y a une des conditions qui n'est pas remplie. Parce que quand on parle des conditions, nous l'avons défini en début d'émission, quand on parle de conditions, ce n'est pas forcément l'argent ou ce n'est pas forcément le stylo, mais c'est également autour de la table le soir à 19h, sous la supervision de monsieur le bâton. Oui, sinon je l'ai dit que ça dépend aussi de la vision. À moins que l'élève même n'est pas, lui-même n'a pas une vision. Sinon toutes les conditions peuvent être réunies, mais il peut encore échouer. Probablement qu'il y a une condition qu'on n'a pas remplie. Je reste avec toi, ton mot de la fin. Je dis déjà bonne rentrée à tous les élèves qui essaient de commencer par apprendre, et non réviser, par apprendre dès aujourd'hui. Ce qu'on a l'habitude de faire, on laisse le cours, on sèche les cours et on veut les apprendre aux derniers instants, au dernier moment. Ce n'est pas bien. La réussite se prépare au premier jour de la rentrée. Donc il faudrait qu'on essaie d'ores et déjà par se préparer, se comporter comme celui-là qui a un examen à passer bien, il y a une composition à faire. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont suivis. Beaucoup de courage aux enseignants et beaucoup de courage aux élèves également. Dédicace spéciale à M. Haro Mene, il est professeur de français, il est en train de nous suivre actuellement depuis Onyomé. Je souhaite aussi une bonne rentrée à tous les élèves et beaucoup de courage aux enseignants, ceux-là qui sont les deuxièmes éducateurs de nos élèves, et beaucoup de force aux enfants. Le train a déjà décollé, donc tout le monde doit être vraiment brave pour pouvoir arriver à destination. Faire honneur aux parents et que toutes les conditions se réunissent pour tout un chacun. Voilà, je pense que le message est passé. Vous l'aurez compris, très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin
de cette émission, mais aujourd'hui, exceptionnellement, on n'a pas notre dernière rubrique, Top secret de la langue de Molière. Je ne sais pas quelle est la raison pour laquelle... Molière aussi a commencé sa rentrée. Molière aussi a commencé sa rentrée. Ah, Donc, d'accord. nous avons beaucoup de surprises pour les téléspectateurs. Le mercredi prochain. Le message est passé. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On dit également merci à toute l'équipe technique, à la réalisation et à la caméra. Nous allons dire au revoir et à mercredi prochain.